Bienvenue à Réval, commune de 275 habitants regroupant les villages d'Hérisle-la-Grande et de Rhône depuis 1973, et tous deux traversés par une route légendaire, colonne vertébrale de la Meuse, axe majeur de la Première Guerre mondiale, la Voie sacrée. Située à 200 mètres d'altitude dans la vallée de l'Ézérule, ruisseau du même nom, les activités autour de l'agriculture sont dominantes. On y trouve également quelques commerces, mais le village de Rhône est aussi réputé pour sa fromagerie. Installée depuis 1920, cette fromagerie est le véritable poumon économique du territoire. Aujourd'hui, ces villages semblent avoir toujours vécu cette réelle tranquillité où il fait bon vivre. Et pourtant. Face à vous, cette borne kilométrique est spéciale. Elle est l'une des 56 bornes kilométriques jalonnant la Voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun. Elle représente une borne kilométrique blanche et rouge, surmontée d'un casque de poilu dit « casque Adrien », avec une palme, symbole de la victoire, surmontée de l'inscription Voie sacrée. La première de ces consoeurs posées a été inaugurée par le président Raymond Poincaré le 21 août 1922. Elle est ainsi là pour nous rappeler le passé mouvementé que ces villages ont vécu il y a plus d'un siècle. Remontons le temps à l'aube de l'un des conflits les plus dévastateurs au monde. Dans les années 1900, Hérisle-la-Grande et Rhône sont deux villages tournés vers la culture et l'élevage, comme tant d'autres en Meuse et en France. Chacun possède ses commerces, ses églises, ses écoles. L'ère de la photographie est en plein essor. On se fait photographier ici et là, dans la grande rue principale en terre battue, bientôt le théâtre d'une noria de camions. En Europe, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, certains empires et pays se sentent à l'étroit sur leur territoire. L'empire d'Autriche-Hongrie inspire à absorber la Serbie. L'Allemagne souhaite agrandir sa colonisation en Afrique. La France n'accepte pas l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne à la sortie de la guerre franco-prussienne en 1871. Un climat de tension s'installe peu à peu entre elles, des alliances naissent. Deux blocs apparaissent, la triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie d'une part, et de l'autre, la triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Inquiets, pendant des mois, ils s'observent et se méfient les uns des autres, restant toujours sur le qui-vive et attendant qu'un élément perturbateur vienne tout bouleverser. Le 28 juin 1914, à Sarajevo en Bosnie, c'est le drame. Un attentat fait grand bruit. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, et sa femme sont assassinés par un jeune bosniaque, Gario Princip, qui revendique l'indépendance de tous les Slaves du Sud lors d'un défilé. L'enquête autrichienne démontre alors que des nationalistes serbes ont également préparé l'attentat. Cet assassinat sert de prétexte à l'Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le jeu des alliances fait le reste. La Russie vient en soutien à la Serbie, tandis que l'Allemagne à l'Autriche, en déclarant la guerre à la Russie le 1er août 1914, puis à la France le 3 août 1914. En France, le dimanche 2 août 1914, l'heure de la mobilisation générale est lancée. Les affiches sont placardées sur les devantures des mairies. Les cloches des églises sonnent. Tous les hommes âgés de 20 à 48 ans sont priés de se rendre dans les garnisons de l'armée, sous peine de punition. Les voitures, les chevaux et tout le nécessaire pour les troupes sont également réquisitionnés. Dans les grandes villes et l'état-major, on estime que la guerre ne sera pas longue et on s'en réjouit. Dans les campagnes, comme à Hérisle-la-Grande et Rhône, les hommes s'inquiètent. La moisson n'est pas terminée et les chevaux réquisitionnés ne seront peut-être pas de retour pour les labours. Les femmes et les enfants pleurent le départ d'un fils, d'un mari, d'un père. La Première Guerre mondiale est déclarée. Au 15 août 1914, 3,6 millions de soldats français sont mobilisés.
La stratégie de l'état-major français, dirigé par le général Joffre, est d'envoyer en masse les troupes vers l'Alsace et la Lorraine, qui ne nous appartiennent pas. On parle du plan 17. Mais cela s'annonce être une grosse erreur. Par le plan Schlieffen, les Allemands contournent l'armée française par le nord, en décidant d'attaquer par la Belgique. Leur avancée est telle que très vite, ils se retrouvent à une trentaine de kilomètres aux portes de Paris, le 3 septembre 1914. Par la reconnaissance aérienne, l'état-major français comprend que les troupes allemandes se dirigent vers la Marne. Le 6 septembre 1914, la bataille de la Marne débute. Le 9 septembre, les Alliés arrivent à faire une brèche, repoussant ainsi les Allemands peu à peu derrière l'Aisne. Durant cette bataille, une partie des troupes allemandes choisit de passer par le nord-ouest de Verdun, en ayant pour objectif de prendre cette place forte en tenaille par le sud. Ils s'approchent dangereusement de Bar-le-Duc. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, ils lancent une violente offensive sur le plateau de la Vaumarie, situé à quelques kilomètres d'Hérisle-la-Grande et de Rosne. Rosne devient pour l'armée française une base d'urgence de premiers secours. Le 12 septembre 1914, cette bataille est terminée. En 1915, la guerre de mouvement laisse place à la guerre de position. Dans les deux camps, les armées s'enterrent dans les tranchées. Le soldat connaît l'enfer des pluies d'obus, la montée à l'assaut la peur au ventre, la mort à chaque cratère. Après plus d'un an d'embourbement, les Allemands décident d'en finir et lancent le 21 février 1916 la grande offensive sur Verdun, l'une des villes les plus fortifiées du territoire, mais au fort désarmé et au territoire mal desservi par les voies de communication, côté français. En effet, seules 4 voies permettent de rallier Verdun par l'arrière. 2 d'entre elles sont inexploitables, à l'instar de la voie ferrée de Commercy, longeant la Meuse et passant par Saint-Mihiel, alors en zone ennemie, et la voie ferrée de Sainte-Menou et Clermont-en-Argonne, régulièrement détruite par les canons allemands à la hauteur du village d'Audreville. Il ne reste alors plus que 2 voies. La ligne de chemin de fer à voie métrique du Meusien, reliant Bar-le-Duc à Verdun, utilisée essentiellement dans le rapatriement des blessés, et la route départementale reliant également ces 2 destinations. Toutes 2 se voient aménagées pour répondre aux besoins pressants de la bataille de Verdun. Toutefois, la route départementale sort son épingle du jeu. Agrandie par sa largeur en voie de 7 mètres depuis août 1915, le général Philippe Pétain voit en elle le moyen de ravitailler rapidement le front. Elle est la plus adaptée pour acheminer un grand nombre de troupes, de munitions et matériel vers Verdun. Cette voie, de 75 km, épouse le relief ondulé de cette région, vallonnée en traversant Bar-le-Duc, Nèves, Petit-Rumont, Hérisle-la-Brûlée, Rhône, Hérisle-la-Grande, Hérisle-la-Petite, Chaumont-sur-Aire, Issoncourt, Eppe, Souilly, Lemme, Moulins-le-Brûlé, avant d'arriver à Verdun. Dès le 22 février 1916, une commission régulatrice orchestre et régule au mieux le flux des véhicules. Il est décidé de faire partir les convois de Baudonvillers afin d'éviter un engorgement total à Bar-le-Duc. Une file ininterrompue de camions hétéroclites s'engage sur cette route gelée alimentant la bataille en troupes fraîches. En sens inverse, les combattants fatigués et les blessés sont ramenés vers l'arrière afin de se faire soigner dans les différents hôpitaux. À cela vient s'ajouter le balai incessant des véhicules sanitaires, des camions de munitions, de matériel divers et de vivres, mais aussi les véhicules des différents services de l'armée. Artillerie, aviation, camouflage, communication, génie, etc., qu'il faut bien laisser passer au milieu des autres. Les troupes sont chargées à Bar-le-Duc et elles sont débarquées à Nixéville ou Bercourt, suivant l'intensité du bombardement. Le point d'arrivée de la voie sacrée était situé sur la commune de Nixéville, au lieu appelé Moulins-Brûlés. Les derniers 8 km reliant Moulins-Brûlés à Verdun étaient sous le feu de l'artillerie allemande. Là sont reprises les relèves descendantes pour les conduire au repos à l'ouest de Bar-le-Duc. Brabant-le-Roi, Revigny-sur-Ornain, Neuville-sur-Ornain, ou au sud, Saint-Dizier, Ligny-en-Barrois. Les munitions sont acheminées en train jusqu'à Bar-le-Duc ou Baudonvillers et sont chargées dans les camions. L'organisation de la circulation est alors réalisée par le service automobile qui définit que la route comprise entre la gare de Baudonvillers, point arrière extrême de chargement, la gare de Bar, Verdun et les points extrêmes situés sur le circuit des forts soit partagée en 6 cantons. Chaque canton est placé sous le commandement d'un officier ayant pour mission de faire respecter les consignes relatives à la circulation des convois, les opérations de chargement, les échanges avec la voie ferrée et de déchargement, ou encore les relations avec le service spécial de l'entretien des routes.
Ainsi, 300 tonnes peuvent être déposées en 3 heures. Lorsque 30 camions sont prêts, ils partent sans tarder vers les dépôts de munitions. Il en va de même pour le matériel et les vivres. Les nombreux dépôts sont disséminés dans les villages derrière Verdun, à Eppe, Souilly, Lemme, Fort de Duny, Carrière d'Audinville, Fort de Landremont, Fort de Bellerive. Ils constituent les bases arrières de la bataille.